Au lever du jour, quand le reste du monde dort encore, certaines usines ouvrent leurs entrailles dans un silence mécanique. Ici, on ne parle pas, on s'active. On entend le bruit sourd des pas sur un sol poussiéreux et le grincement métallique d'une porte qui s'ouvre sur un enfer de fer et de feu. Devant nous, posées au sol, des barres métalliques, épaisses, ternes, couvertes de poussière rougeâtre et de taches d'huile séchée. Elles sont là, inertes, allongées comme des bûches prêtes à être brûlées. Et pourtant, dans quelques heures, elles deviendront fils, longues, souples, conducteurs, précieux. Un homme s'approche, il n'a pas de gants. Ses mains sont calleuses, épaisses, noircies par des années à manier l'acier. Il choisit une barre, la soulève avec l'aisance d'un geste répété 1000 fois et la fait glisser vers une première machine. On presse, le métal y entre à froid, comme un corps rigide refusant de se plier. Mais la machine ne négocie pas. Elle mord, elle écrase, elle prépare. Le premier écrasement n'est pas là pour façonner, mais pour éveiller la matière, lui rappeler qu'elle va devoir se transformer. Puis vient la chaleur. Un four massif, construit en briques grossières, alimente son feu au charbon ou au gaz. Les flammes s'élèvent sans violence, mais avec une intensité constante. On glisse la barre à l'intérieur et on attend. La lumière change. Le métal passe du gris terne au rouge sombre, puis à l'orange incandescente. Ils ne font pas, mais ils plient. C'est ce point de fusion sans fusion que l'ouvrier connaît par cœur. Il ne regarde pas un thermomètre. Il observe la couleur. Il sent l'odeur. Il connaît le moment. Alors, il retire la barre. Dans l'air, elle fume. Chaque goutte d'eau qui la touche se transforme en vapeur en une fraction de seconde. L'ouvrier ne craint pas la brûlure. Il ne la respecte pas non plus. Il l'anticipe. Il guide la barre chauffée vers une deuxième machine, un laminoir. Les cylindres la prennent en métaux et les tirent. Une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque passage, elle s'affine. Elle s'allonge, elle devient fil. Mais un fil encore brut, rêche, strié, imprécis. Alors on recommence. Encore un passage, encore une pression. Et à chaque étape, le cuivre, ou l'alliage qui le compose, devient plus docile. On entend le crissement du métal, un bruit qui ne s'oublie pas. Le sifflement d'une matière en transformation, comme un soupir mécanique. La caméra glisse sur le visage de l'ouvrier. Il ne sourit pas, il ne parle pas, mais son regard est concentré. Il sculpte, sans sculpter. Il guide, il surveille, il attend. Les mètres de fil s'accumulent. Tendus à la sortie, ils ne sont pas enroulés n'importe comment. Une autre machine les saisit, les bobine. Le résultat, une spirale de cuivre luisante, encore chaude, posée au sol comme un serpent assoupi. Les bobines sont ensuite empilées, parfois à même le sol, parfois sur de vieux tapis usés. Le tout dans un chaos organisé. Rien n'est propre, mais tout est maîtrisé. À ce stade, le métal n'est plus brut, mais il n'est pas encore pur. Alors, l'ouvrier l'essuie. Il le polit avec de simples chiffons, parfois juste avec ses gants. Il retire les traces de brûlure, de calamine, de suie. Il donne au cuivre ce premier éclat qui le distingue. Mais cette lumière, aussi belle soit-elle, n'est qu'un passage. Car le fil n'est pas fait pour briller, il est fait pour servir. Il sera clou, il sera chaîne. Il portera, il lira, il supportera. Autour, l'usine bruisse. D'autres ouvriers s'affairent à d'autres tâches. Des sacs s'ouvrent, des machines tournent. On entend les outils heurter le métal, les chaînes s'entrechoquer, les souffles des forges. Et toujours, au centre, ce fil rouge. Ce fil incandescent qui était une barre et qui devient une ligne. Mais cette ligne, aussi longue soit-elle, doit être ordonnée. Alors, un ouvrier la prend. Il la redresse. À l'aide d'une machine, ou parfois à la main, il lui retire les courbes. Il tend, il étire, il coupe. Ce sont maintenant des tiges, droites, métalliques, prêtes à être cloutées. La tige droite est posée sur un rail. Elle n'a plus rien à voir avec la barre de métal du début. Elle est fine, rectiligne, presque élégante.
Mais elle ne sert encore à rien. Alors, une machine s'en saisit. Elle vibre, elle cogne, elle presse. Et à l'extrémité de chaque tige, elle écrase, forme, sculpte. Une tête, un disque plat, net, précis. Le clou est né. C'est un clou comme on en voit partout, mais que l'on ne regarde jamais. Clou de caisse, clou de charpente, clou de menuisier. Il ne se veut pas joli, il se veut solide. Et pour ça, chaque détail compte. La machine répète son geste, inlassablement. Tac, tac, tac. Chaque tige passe, est frappée, ressort plus courte, mais complète. Et à chaque fois, un nouveau clou tombe dans un petit bac. À côté, un ouvrier les rassemble. Pas avec une pelle, avec ses mains. Il les regroupe, les trie à l'œil nu, élimine les mal formés, les trop courts, puis les dépose dans un sac. Pas un sac en plastique. Un sac tressé, en paille ou en fibre naturelle. Un reste d'artisanat dans ce monde de machines. On en remplit des dizaines. Les clous s'entrechoquent doucement à l'intérieur. Ils brillent à la lumière grise de l'usine. Ils attendent, comme des soldats de métal, que quelqu'un les utilise. Peut-être à des milliers de kilomètres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce fil, cette matière première, peut avoir une autre vie. Dans un autre coin de l'usine, un autre ouvrier s'affaire. Lui ne coupe pas. Il tisse. Il prend le fil métallique, encore souple, et commence à le plier, à le croiser, à le boucler. Maillon après maillon, il crée une chaîne. C'est un geste lent, précis, presque chorégraphique. Il insère un maillon dans l'autre, ferme, puis recommence. Encore, encore. La chaîne s'allonge. Parfois, il utilise une petite machine, un outil qui pince et ferme plus vite. Mais la plupart du temps, c'est encore sa main qui fait le lien. Ce n'est pas une chaîne de bijoutier, c'est une chaîne de travail. Solide, parfois rugueuse, toujours fonctionnelle. Une fois terminée, la chaîne est trempée dans une cuve. Un liquide inconnu y bouillonne légèrement. Est-ce un traitement anti-rouille? Un bain de nettoyage? On ne sait pas. Mais on voit l'effet. La chaîne ressort plus claire, presque blanche. Les impuretés ont disparu. Le métal est nu. On le fait tourner dans un tambour, doucement, comme pour le polir, le sécher, le réveiller, puis l'ouvrier la saisit, la laisse glisser entre ses doigts. Elle coule comme de l'eau. Chaque maillon cliquette, résonne, vit. Elle aussi sera enroulée, placée dans un bac, pesée, puis transportée. Autour, l'ambiance est la même. Feutrée, rugueuse, répétitive. Le sol est noirci. Les murs portent les traces d'années de suie et de poussière. Les ventilateurs tournent, mais l'air reste lourd. Il fait chaud, même sans flamme visible. C'est la chaleur du métal, de la friction, de l'humain. On voit des ouvriers enfants. Certains jeunes, d'autres beaucoup plus vieux. On devine les années de geste. L'expérience ne se lit pas sur des diplômes, ici. Elle s'inscrit dans les poignets, les épaules, la nuque. Il n'y a pas de musique, juste des sons. Le sifflement d'un câble tendu, le choc sec d'un clou mal tombé, le vrombissement sourd des machines. Le silence parfois, entre deux séries, entre deux gestes. Un silence qui en dit long. Le cuivre, le métal, le feu, des éléments bruts. Mais entre les mains de l'homme, ils deviennent outils, liens, supports, invisibles dans nos vies, et pourtant essentiels. On ne pense jamais à la chaîne qui retient une grille, au clou dans une planche, au fil qui conduit l'électricité. Et pourtant, tout commence ici, dans une usine anonyme, dans des gestes répétés 1000 fois, par des gens qu'on ne voit jamais. C'est ça, le travail de la matière. C'est ça le monde silencieux des créateurs de monde. Et aujourd'hui encore, ils sont là, à transformer, à tordre, à lire, sans discours, juste avec leurs mains. Les bobines tournent lentement, comme si elles respiraient. C'est une image presque hypnotique. Le métal ne lutte plus, il suit le mouvement. À côté, des mains habiles viennent les saisir. Elles les bloquent, les sécurisent, les ficellent. Une corde, un fil de fer, parfois même une lanière artisanale. Chaque bobine est attachée comme un paquet précieux. Ce qu'elle contient est fragile, mais dense. Puis, rapidement, on change d'univers. Les bobines sont transformées en clous. Le fil est déroulé.
redressé, coupé. Chaque segment devient tige. Et ces tiges tombent, une à une, dans une sorte de cuvette métallique. Le bruit est sec, répétitif. Elles ne restent pas longtemps là. Une main les saisit et les dépose dans un sac en paille jaune, grossier mais solide. Il est ouvert largement, prêt à avaler les clous encore chauds. Ils tombent dedans comme des graines métalliques. Ils s'entassent, s'accumulent, prennent forme au fond du sac. Un sac jaune, tous rugueux. Ils s'empilent les uns sur les autres, formant une sorte de mue. Puis vient le moment de vérité. On les pèse. Le poids est lourd, très lourd. Autour, on voit les autres sacs, tous remplis, tous prêts à partir. On pourrait croire à des sacs de riz ou de blé, mais ce sont des sacs d'acier. Des centaines, voire des milliers de clous attendant leur destin. Et déjà, le cycle recommence. Un autre artisan, dans un coin plus sombre de l'atelier, reprend une poignée de tiges de fer. Il les insère dans un étau. La pince se referme. D'un claquement net, elle sectionne, reforme, frappe. Et la tige devient clou. Encore un, puis un autre, puis 10, puis 100. C'est une danse sans fin, une boucle que rien n'interrompt. Mais à quelques mètres de là, c'est une autre boucle qui commence. La fabrication des chaînes. Un artisan ouvre un sac. Dedans, des dizaines de clous déjà formés. Il en saisit une poignée, puis les glisse dans un autre dispositif, un étau mobile. Celui-ci ne les coupe pas, il les tord, les assemble, les plie. Chaque clou devient maillon. Chaque maillon est fermé à la pince, serré, ajusté. Ce ne sont plus des pointes, ce sont des anneaux. Et ces anneaux s'unissent, se multiplient, s'enchaînent. Une chaîne prend forme. Et cette chaîne, elle n'a rien à voir avec les premières. Elle est blanche, presque argentée, pas brute, pas oxydée, traitée. L'artisan continue, encore et encore, maillon par maillon. Il serre, il vérifie, il ajuste. Puis il la dépose dans un petit bac, un bac en métal, pas plus grand qu'un coffre de voiture. Il l'ouvre, place la chaîne à l'intérieur, referme, visse des boulons pour que rien ne s'échappe. Puis vient un flacon, un liquide trouble, épais, blanchâtre. Il le verse avec précaution. Il s'infiltre entre les maillons, pénètre le métal. Ensuite, il fait tourner la machine. Un mouvement lent. Le bac entier pivote, bascule, fait circuler le liquide. Les chaînes glissent, roulent, s'entrechoquent, doucement. À l'intérieur, c'est un nettoyage, une purification, mais aussi un traitement chimique, une transformation silencieuse, puis une nouvelle poignée de matière. L'artisan verse dans le bac ce qui ressemble à une poudre grisâtre, presque terreuse. Un agent métallisant, un sablage, impossible à dire. Mais visuellement, c'est fascinant. Enfin, la sortie. Il installe un tapis grossier sur le sol, juste à la sortie du bac. Il sait que ce qui va en sortir est encore humide. Il anticipe. Puis, il ouvre. Un filet d'eau sale glisse sur les bords. Et les chaînes apparaissent, brillantes, nettes, métallisées. Il les étale sur le tapis, les sépare doucement. Elles fument un peu, dégagent Nassas de la chaleur. Le sol boit l'humidité. Les chaînes, elles, sèchent. Elles sont prêtes. Et voilà, de la barre brute à la chaîne métallique brillante, du feu à l'outil, du silence.